C'est jeudi, il est 23h et vous êtes à la soirée d'intégration de votre fac. Toute la promo est là. Il y a des bières et la playlist tourne à fond. Le canapé est confortable et tout le monde s'amuse, bref, l'ambiance est bonne. De l'autre côté de la pièce, vous apercevez cette jolie brune de votre groupe de TD. Vous savez, cette fille à qui vous avez toujours voulu parler mais vous n'avez jamais trouvé le moment. Là, c'est l'occasion rêvée. Vous commencez à discuter avec elle et le courant passe bien, jusqu'au moment où une de ses amies s'incruste dans votre conversation. Cheveux bleus, piercing dans le nez, tatouage partout, sans aucun doute, c'est une femme moderne. Elle monopolise la parole pour se plaindre d'un mec un peu trop lourd qui vient de la draguer et qui lui a proposé de la ramener chez lui. Vous pensez que ce n'est rien de grave, mais elle n'est pas de cet avis. J'en ai marre des mecs machistes, à cause du patriarcat, ils se croient vraiment tout permis, c'est pas possible. Patriarcat. Sans faire exprès, vous avez laissé échapper un sourire lorsqu'elle a prononcé ce mot. Malheureusement pour vous, elle l'a vu. Et là, c'est la crise d'hystérie et de leçons de morale. Mais vous êtes prise au dépourvu. Vous n'aviez pas franchement prévu de parler de féminisme, d'égalité et de justice sociale à cette soirée. Face à son torrent de poncifs féministes, vous êtes désarmée. 10 minutes plus tard, elle et sa copine, la jolie brune, sont parties et vous vous retrouvez seule. Quand vous rentrez chez vous, vous avez deux certitudes. La première, que vous n'allez pas reparler de sitôt à cette fille de votre groupe de TD. Et la deuxième, vous êtes convaincu que son discours féministe est faux, mais vous n'arrivez pas à savoir vraiment pourquoi. Salut à tous, c'est Thaïs. Si vous avez déjà vécu cette situation, vous savez à quel point il est courant lors d'une discussion avec une femme contemporaine que celle-ci dérive sur le sujet du patriarcat. Et c'est toujours difficile de savoir quoi répondre. On aimerait pouvoir discuter de ce sujet sans passer pour un horrible macho et sans pour autant avoir à s'excuser d'être un homme. Mais justement, le patriarcat, qu'est-ce que c'est? À écouter une féministe, c'est le système horrible dans lequel nous vivons. Chaque jour, des hommes cruels tyrannisent des femmes, dans l'impunité la plus totale, comme a pu le faire le violeur Harvey Weinstein aux États-Unis. Les hommes contrôlent les grandes entreprises et monopolisent les places en politique. Et comme si ça ne suffisait pas, ils soupaient les femmes, qui ne touchent que 77% du salaire d'un homme à travail égal. Pour les féministes, les femmes sont le prolétariat de la lutte des sexes. Mais ça, c'est un mythe qu'il faut absolument déboulonner. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est justement comment répondre à celles qui défendent ce mythe avec des faits et de l'honnêteté. Si vous voulez être imprenable lors de votre prochain débat avec une féministe, à la prochaine soirée de votre fac ou ailleurs, cette vidéo est faite pour vous. Et bien c'est le moment pour moi de vous présenter les éditions Vox Gallia, spécialisées dans les livres d'histoire sur le Moyen-Âge français. Quand on parle de société patriarcale ou de période historique particulièrement patriarcale, le Moyen-Âge fait frémir les féministes. Vos professeurs vous ont sûrement expliqué pendant vos études que le Moyen-Âge était une période sombre, sans honneur et sans valeur. Avec le livre « Le Moyen-Âge fut-il une période de ténèbres et de servitude ?», vous allez découvrir toute l'ampleur du mensonge sur cette période. Offrez-le vous ou offrez-le à votre copine, votre père ou votre cousin gauchiste ou macroniste. Sur ma chaîne, vous avez déjà entendu parler de virilité héroïque. Eh bien, je vous ai sélectionné 3 livres qui, pour moi, illustrent ce que peut être un homme complet, c'est-à-dire viril physiquement et moralement. Saint-Louis, Godefroy de Bouillon et Bayard, 3 vies héroïques à connaître. Fini les faux héros hollywoodiens, place à nos vrais héros français. Ils veulent nous déraciner, réenracinons-nous. Et avec le code guerrier, lors de toute commande, les éditions Vox Gallia vous offrent les frais de port quel que soit le montant de vos achats. N'hésitez pas à les encourager en allant faire un tour sur leur site internet et en commandant un de leurs livres. Merci à eux. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vivons-nous dans une société patriarcale? Avant de répondre, il faut d'abord définir le terme. Pour les féministes, c'est un système social fondé sur la domination masculine. Ce qui est masculin est considéré comme supérieur, alors que ce qui est féminin est considéré comme inférieur. Cette supériorité peut être symbolique, par exemple dans le cinéma ou la littérature, où les personnages masculins tiennent plus souvent le premier rôle que les femmes. Mais elle peut être aussi concrète, notamment quand on regarde qui détient le plus de richesses et de pouvoir. Par exemple, les 10 plus grandes fortunes mondiales sont détenues par des hommes. La première femme du classement arrive seulement à la 11e place, il s'agit de Françoise Bettencourt, l'héritière de l'Empire L'Oréal. Si on regarde les 10 plus grosses entreprises du CAC 40, elles sont toutes dirigées par des hommes. Et si on regarde les dirigeants des 10 plus riches pays du monde, il n'y a qu'une seule femme dans le classement, et il s'agit de Giorgia Meloni en Italie. Pour les féministes, ces exemples sont la preuve indiscutable que la France, l'Europe et l'Occident sont des sociétés patriarcales. À première vue, on serait tenté de leur donner raison. Après tout, les exemples que je viens de vous citer sont factuellement exacts. Mais contrairement à ce que prétendent les féministes,
ce n'est pas la preuve de l'existence du grand méchant patriarcat. Effectivement, dans ce monde, les ultra-riches sont tous des hommes. Mais ça, c'est la face visible de l'iceberg qui cache une réalité bien plus profonde. L'homme moyen est en train de chuter dans tous les classements. Au XXIe siècle, les hommes sont en train de devenir obsolètes. C'est la thèse de l'essayiste Laetitia Strauch-Bonnard. La situation des hommes aujourd'hui n'est pas forcément si rose qu'on le pense et que même parfois elle est assez inquiétante. Ça fait quelques années que je vois des résultats sur la situation des garçons à l'école ou encore celle de certains hommes sur le marché du travail ou encore la situation des hommes dans la sphère familiale et qu'en mettant tout ça bout à bout, j'en suis arrivée à la question et à la conclusion que les hommes n'ont jamais eu aussi peu de pouvoir qu'aujourd'hui. Il y a des évolutions structurelles, économiques, technologiques, sociales, qu'elles favorisent les femmes, mais que parallèlement elles défavorisent aussi les hommes. Que ce soit dans le domaine scolaire, universitaire ou économique, les hommes sont en moyenne de plus en plus laissés pour compte et se font doubler par les filles. Pourquoi ? Eh bien parce que le système scolaire est de plus en plus fait pour les filles et pas pour les garçons. Dès l'école primaire, on demande aux enfants de s'asseoir pendant des heures dans une salle de classe plutôt que de passer du temps dehors. Pendant la récréation, les jeux agités et violents des garçons sont mal vus. Les professeurs préfèrent les enfants sages et obéissants, ce qui favorise les petites filles. Et cette vision continue même à l'université où l'étudiant parfait est en réalité une étudiante. On voit déjà les résultats de cette approche qui marginalise les jeunes hommes. Par exemple, comme le dit l'INSEE, à la rentrée 2020, 2,78 millions d'étudiants sont inscrits dans l'enseignement supérieur en France, dont 56% de femmes. Le taux de scolarisation des femmes dans le supérieur dépasse celui des hommes à tous les âges. Et ce pourcentage progresse chaque année. Quand on sait à quel point il est quasiment impossible d'obtenir un emploi sans un diplôme en France, ça montre bien que les femmes sont en train d'acquérir un avantage économique capital sur les hommes. On peut aussi parler de tous les droits économiques accordés aux femmes dans les pays d'Europe de l'Ouest. Congé maternité, avortement à la demande remboursé par la sécurité sociale, aide sociale pour les mères célibataires versée par la CAF. Le gouvernement a même annoncé qu'en 2024, les protections hygiéniques seraient remboursées par la Sécu pour les femmes de moins de 25 ans. La liste des avantages féminins ne se limite pas à l'économie. En Europe, les hommes sont 4 fois plus susceptibles de se suicider que les femmes, un chiffre qui se vérifie dans tout l'Occident. Autrement dit, quand une féministe parle de société patriarcale, elle parle d'une société qui dépense chaque année des milliards d'euros pour les femmes, mais qui ne s'alarme pas du tout de l'épidémie de suicide chez les hommes. Si c'est ça, la domination masculine, on a décidément vu des dictatures bien plus cruelles. Le seul combat qui reste féministe, c'est de se battre pour l'écriture inclusive ou pour le droit de dire « elle pleut » au lieu de « il pleut ». Du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas ? Bah c'est bon, si, alors on peut vous entendre, mais non, elle parce pleut, que- voilà, terminé. Non, ça change pas rien. terminé. Donc c'est Non, mais parfait. vous pouvez pas- non, Vous voulez nous confondez- faire taire. Attaquer le patriarcat dans la France de 2023, c'est comme mettre une claque à sa grand-mère. Ce n'est pas très risqué, mais ça vous permet de vous faire passer pour un rebelle. Les féministes vous diront, non mais certes, la situation moyenne des femmes s'est considérablement améliorée depuis plusieurs décennies, mais les grands entrepreneurs, les hommes politiques, les prix Nobel, ce sont tous des hommes. Ces inégalités sont injustes. C'est bien la preuve que le patriarcat est toujours vivant. Déjà, ce ne sont pas des inégalités, ce sont simplement des différences. Et ce sont encore moins des injustices patriarcales. Il faut arrêter d'employer ces termes vides de sens. Comment expliquer ces différences alors ? Par la théorie du complot du patriarcat ? Pour moi, ce n'est pas très convaincant. Si les hommes sont surreprésentés dans les grandes fortunes ou chez les grands scientifiques, partout et en tout lieu, c'est qu'il y a une cause innée et pas une oppression sociale. Le caractère des hommes est différent de celui des femmes. C'est du bon sens, mais c'est aujourd'hui validé par la science. Les hommes sont plus performants dans l'économie ou dans les sciences parce que leur personnalité les rend plus compétitifs et donc, en moyenne, plus efficaces que les femmes. Par exemple, les hommes sont plus intéressés par les choses que par les gens. Pour un homme, passer 1 heure à réparer le moteur de sa voiture, ce sera plus intéressant que de papoter avec un collègue de travail. Pour une femme, ce sera l'inverse. Mais ce n'est pas tout. En psychologie, on peut découper la personnalité humaine en 5 traits de caractère. C'est le modèle des Big Five qui fait aujourd'hui autorité chez les psychologues. Ces 5 traits sont l'extraversion, la facilité à communiquer, l'empathie, l'intérêt pour les autres, l'amabilité, donc la politesse, la tendance à éviter le conflit et à chercher le consensus, l'esprit consciencieux, l'application au travail, le sens du détail, l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire le goût pour les nouvelles expériences
les nouvelles idées, et le névrotisme, c'est-à-dire l'instabilité psychologique et les sentiments négatifs tels que la dépression, le narcissisme, etc. Quand on mesure ces traits et qu'on compare les résultats entre les hommes et les femmes, on voit des différences très claires qui apparaissent à partir de la puberté. Les femmes obtiennent de meilleurs scores en amabilité et en extraversion, mais ont une plus grande tendance au névrotisme. Au contraire, les hommes sont plus consciencieux, mais plus introvertis et moins aimables. Ces résultats peuvent varier, mais se retrouvent à travers toutes les cultures du monde, ce qui indique une cause biologique. Donc non, ce ne sont pas des constructions sociales. Bien entendu, on parle de moyenne. Il existe des femmes au tempérament masculin et vice-versa. Mais en général, cette différence existe bel et bien. Pour l'intelligence, c'est un peu différent. En moyenne, les hommes et les femmes ont un QI identique. Par contre, il y a une différence énorme entre les deux. Les femmes gravitent autour de la moyenne, tandis que les hommes sont plus distribués vers les extrémités. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'il y a beaucoup plus d'hommes stupides que de femmes stupides, mais qu'il y a donc aussi beaucoup plus d'hommes brillants que de femmes brillantes. C'est aussi pourquoi il y a bien plus de criminels masculins que féminins, puisque les comportements antisociaux des criminels sont corrélés avec un QI bas et la personnalité. Mais alors, quel est le rapport entre tout ça et le fait que seulement 2% des prix Nobel ont été décernés à des femmes? Est-ce que c'est de la discrimination? Peut-être pour une petite partie, mais c'est surtout une affaire de statistiques. Si les hommes sont en général plus intéressés par les choses que par les gens, qu'ils ont une personnalité qui les rend plus introvertis et plus travailleurs, et que les hommes sont plus nombreux que les femmes chez les personnes très intelligentes, c'est-à-dire à droite de la courbe du QI, alors il est normal qu'il y ait plus d'hommes que de femmes prix Nobel. Ce n'est pas injuste, c'est simplement la réalité. Et quand on se base sur la réalité psychologique, on peut sortir de toute la propagande victimaire des féministes. Je parie que vous avez déjà entendu parler du wage gap, c'est-à-dire l'écart salarial. C'est l'idée selon laquelle les femmes seraient payées à 77% du salaire d'un homme à métier égal. Eh bien, c'est complètement faux et on peut facilement le démontrer. Il y a 3 raisons principales qui expliquent que les hommes gagnent plus que les femmes, et la discrimination n'en fait pas partie. Premièrement, les hommes et les femmes font des métiers différents. Les hommes s'orientent plus souvent vers des secteurs comme la finance, alors que les femmes gravitent vers des secteurs où les salaires sont globalement moins élevés, comme le travail social. Forcément, si on fait simplement la moyenne, le revenu moyen des hommes sera beaucoup plus élevé que celui des femmes, tout simplement parce qu'ils ne font pas les mêmes métiers. Deuxièmement, les hommes ont plus tendance à faire des heures supplémentaires. 28% des hommes en font chaque jour contre 13% des femmes. Quand on calcule en tenant compte de ces différences, on observe que l'écart salarial se réduit considérablement, passant de 30% à 5% uniquement. Mais alors, ces 5%, c'est sûrement dû à de la discrimination? Eh bien, même pas. En tout cas, une partie seulement. Cette différence a une autre explication. Les femmes sont moins douées que les hommes pour négocier leur salaire ou pour demander une augmentation. Pourquoi cela? Eh bien, à cause de leur personnalité, vous vous souvenez. Les femmes sont en moyenne plus aimables que les hommes. C'est un avantage dans la vie de tous les jours, mais c'est un handicap au travail. Car si vous n'osez pas demander une augmentation à votre patron, il ne risque pas de vous la donner. Bref, dans la réalité, le wage gap, c'est un écart maximum de 5%, et pas de 23% comme le répète la propagande féministe. Alors la prochaine fois qu'on vous sort ce mensonge, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le réfuter. Les féministes répètent que s'il y a des différences entre les hommes et les femmes, c'est la faute des constructions sociales. S'il y a plus d'infirmières que d'infirmiers, c'est parce que la société a fait croire aux femmes que c'était leur rôle naturel, alors qu'elles voudraient être le prochain Elon Musk, bien sûr. Pas de chance pour elles, zut! La Norvège, la Suède et le Danemark nous ont donné la preuve que c'est faux. Ça s'appelle le paradoxe scandinave. Les pays nordiques sont les plus avancée du monde en termes d'égalité des genres. Les femmes bénéficient d'un état-providence très généreux couplé à une culture extrêmement égalitaire. Pourtant, ce sont les pays d'Europe où les disparités de genre sont les plus prononcées. Les femmes s'orientent vers des métiers du soin et du social bien plus que les métiers techniques ou scientifiques. On devrait s'attendre au contraire. Si comme le disent les féministes, les femmes ne vont pas dans les métiers à haute valeur ajoutée parce qu'elles n'ont pas le choix de le faire, il faudrait s'attendre à ce qu'un pays égalitaire atteigne la parité dans la finance, l'informatique ou le commerce. Mais c'est le contraire qui se produit. Pourquoi cela? Parce que quand on donne un maximum de choix aux individus, ils s'orientent naturellement vers ce qui leur plaît le plus. Et donc, les femmes vont vers des carrières qui sont plus conformes à leur personnalité et qui mettent l'accent sur l'empathie et le consensus. Et aussi qui leur permettent de conjuguer vie personnelle et vie professionnelle plutôt que de passer leur vie au bureau. Mettez-vous à la place d'une féministe, c'est tragique. Quand on crée le pays le plus égalitaire du monde, le résultat, c'est le triomphe des différences indestructibles entre les hommes et les femmes. Elles s'épuisent à chasser le naturel
naturel et celui-ci revient au grand galop. Le patriarcat est une vieille superstition ridicule. C'est comme la croyance dans le mauvais œil ou la magie noire, ça sert à se donner des frissons en pensant qu'on lutte contre les forces du mal. Mais en fait, ça consiste surtout à refuser de voir la réalité parce que celle-ci nous fait trop peur. Les hommes et les femmes ont des différences biologiques, c'est une évidence. Quand on voit les ravages de l'idéologie trans, on se dit que cette évidence se perd de plus en plus, mais c'est encore une vérité partagée par les gens normaux. Alors pourquoi refuser de croire qu'il existe des différences de personnalité entre les sexes? Quel est le problème? Je ne suis pas une esclave de la conspiration mondiale des hommes. J'ai une personnalité féminine qui me convient parfaitement et que j'assume pleinement. La question c'est pourquoi les femmes ont aussi honte de leur personnalité féminine? La prochaine fois que vous débattrez face à une sorcière en lutte contre le fantôme du patriarcat, si les arguments que je vous ai donnés ne suffisent pas, posez-lui la question. Peut-être que ça lui fera un déclic. Et qui sait, vous serez parvenu à sauver une demoiselle en danger.